Alors, bonjour, bonjour monsieur, bonjour mesdames, bonjour chers amis, chers collègues. Pour ce qui est, je présente les fonds photographiques de la BCU, mes collègues ensuite, Christophe Morand et puis Mariano, vont s'occuper de deux autres institutions, notamment le musée gruyérien et le musée d'art et d'histoire, pour évoquer la composante, donc les photographies, les fonds photographiques qui sont déposés et mis en valeur dans leurs institutions respectives. À ce qui concerne la BCU, on peut dire globalement que dans les années 1980-1990, après une prise de conscience peut-être tardive des risques liés à la disparition rapide, attendez que j'enlève le masque, à la disparition rapide et définitive des archives photographiques et audiovisuelles indispensables à l'histoire du 19e et 20e siècle, les institutions suisses à caractère patrimonial, notamment les bibliothèques, les musées ou les archives, se sont lancées dans un travail de longue haleine qui intègre des plans de conservation et de valorisation. Un effort soutenu activement depuis 25 ans par l'association Mémorial. À Fribourg, en ce qui concerne justement la BCU, ce processus a abouti à une loi sur le dépôt légal qui inclut les documents audiovisuels et la création en 1989 d'un médiacentre rattaché à la bibliothèque cantonale universitaire. Actuellement, ce département, ce secteur est intégré aux collections fribourgeoises et aux activités culturelles, avec commission la sauvegarde de tout document photographique et audiovisuel significatif d'auteurs fribourgeois ou concernant le canton de Fribourg et ses habitants. Constitué à partir de zéro, M. Finstag, ici présent, pourra le témoigner, les archives de la BCU ont grandi spontanément, alimentées par une collecte longue de 30 ans. Des collections importantes pour leur unicité, leur valeur documentaire et esthétique, témoignant des transformations de notre canton au cours des 150 dernières années. Depuis, les images ont été progressivement numérisées, cataloguées, valorisées par des expositions et des publications et mises à disposition de la population via le site internet de la BCU. En parcourant les travaux sur l'histoire de la photographie suisse et en les comparant avec ce qu'on sait à l'heure actuelle sur le canton de Fribourg, on peut établir bien des parallélismes et d'analogies, moins intenses et légèrement décalés dans le temps par rapport à la situation sur le plan national. Après ses débuts au milieu du XIXe siècle, les découvertes scientifiques et techniques qui lui sont associées, la photographie se démocratise et devient même rentable grâce à des produits tels que les cartes de visite, des vues stéréoscopiques ou autres cartes postales. Le développement de la clientèle privée et les premiers mandats multiplient les sujets traités par les photographes. Des portraits réalisés en atelier aux extérieurs des maisons, des sites historiques aux monuments et autres objets artistiques donneront parfois lieu à des publications de prestige. On pense notamment à la revue Fribourg Artistique, illustrée par Ernest Lorson et qui va paraître entre 1890 et 1914. Puis, en cédant au charme en plein air de la belle époque, on s'intéressera aux fêtes populaires, aux événements et aux commémorations en ville et à la campagne, à la vie religieuse et ecclésiastique, universitaire et culturelle. Au tournant de la Première Guerre mondiale, la petite industrie naissante, bientôt encadrée par d'importants chantiers publics, notamment les grandes œuvres, vont alimenter d'abord ponctuellement, puis sur commande, la demande en documentation photographique. Après la Deuxième Guerre mondiale et surtout depuis les années 1960, le marché sera alimenté par les commerces et les entreprises avec leurs besoins en plaquettes, publications et publicités, puis par l'irruption de la photographie dans la presse. L'on pense à Fribourg, notamment à Fribourg Illustré, qui aura une longue carrière et qui permettra aux photographes de s'investir dans ce domaine. Un processus qui, par les caractéristiques propres aux divers photographes, style et sensibilité, le choix des sujets et de la clientèle, fera ressortir les particularités cantonales, triées par l'histoire et documentées par l'image. Les fonds. Les archives photographiques représentent un volume global de la BCU, représentent
un volume global d'environ 1,8 million d'images. Nous n'avons jamais fait un recensement fidèle et sûr. Peut-être avec les moyens informatiques actuels, on arrivera à un moment donné à le faire. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, il faudrait encore le faire passablement à la main. Donc des tirages papier, plaques de verre, donc tout le monde parmi nous est à connaissance de ce qui est le matériel brut qui forme ces fonds, des négatifs de différents formats, planches contact, diapositives, etc. Le tout rassemblé dans une soixantaine de fonds. De la première vue grand format de Fribourg par les frères Bisson, qui pourrait être, je pourrais vite la montrer, comme ça pourrait faire en arrière du fond. Je vais. De 1856 c'est bon. On n'a jamais réussi à se permettre d'écrire. Il y a plusieurs demandes chaque année aux institutions. Et c'est une question de lumière, toujours. Hein? Alors, je disais justement, on la voit peut-être pas trop. Hein? Non. Mais voilà. L'intérêt certainement, plusieurs parmi vous connaissent l'aventure des frères Bisson, qui ont documenté largement par la photographie dans les années 1850 les différents pays européens. Et notamment, ceci, l'intérêt de cette image, c'est qu'elle est de très grand format, justement, dans ce qui équivalait également à une plaque de verre conséquente. Les stéréoscopies de la ville réalisées par Pierre-Joseph Rossier en 1864, on reviendra sur la figure de Rossier et son importance pour la photographie, aux centaines de milliers de négatifs de l'atelier Mühlhauser, qui a été acquis en 2002, le fonds a été acquis en 2002, jusqu'à l'acquisition récente du fonds riche et éclectique de René Bercier, dit Bimbo, dernier en date. De quoi éclairer l'histoire de la photographie de ses protagonistes, soit-il patricien éclairé, petit ou grand photographe amateur, ou des générations de photographes professionnels. Parmi les grands photographes professionnels, on trouve d'abord ce qu'on considère les trois monuments de l'histoire de la photographie fribourgeoise du XXe siècle. Notamment, il s'agit de la famille Mühlhauser, Johann et Jean, donc père et fils, des photographes universels qui démarrent leurs activités dans les années 1920 à la Basse-Ville et qui couvrent pratiquement l'ensemble des activités du canton pendant tout le siècle, tout le XXe siècle. On considère que le fonds, qui est un traitement permanent, comme une sorte de Sisyphe, à 750 ou 800 000 photos dans toutes les formes possibles et imaginables. Ensuite, Bénédicte Rast, le photographe à l'esthétique classique, à l'esprit certainement religieux, grand spécialiste de la reproduction du patrimoine architectural et artistique depuis les années 30 jusqu'aux années 80, et auteur très réputé de cartes postales, avec un fort sens commercial. Notamment son fonds est parmi les plus ordrés que nous avions. On estime d'ailleurs à environ 30 000 images son fonds, mais il était extrêmement bien classé et puis on peut facilement s'y repérer, notamment grâce à son esprit de commerçant. Et puis Jacques Thébault, donc ce fonds qui a été évoqué déjà tout à l'heure, le photographe humaniste d'inspiration française qui va immortaliser la vie quotidienne des Fribourgeois avec souvent des touches d'impertinence entre les années 1940 et les années 1970. Alors ces trois grandes étoiles, ces trois grâces, si on veut, de la photographie fribourgeoise, ont aussi portraité des générations et générations de Fribourgeois et de Fribourgeoises. Jusqu'à présent, nous n'avons pas osé nous attaquer à la partie de ces fonds qui concernent justement tous les portraits d'ateliers qui ont été réalisés pendant des décennies. À cela s'ajoutent d'autres fonds importants déposés plus récemment, notamment le fonds Léo et Micheline Hilbert, donc c'est un couple d'une génération suivante, plus tardive, qui exerce à Fribourg entre les années 1960 et 80,
et qui illustre un Fribourg certainement plus moderne, plus hédoniste, plus publicitaire, plus vendeuse, on peut dire, et duquel on retient aussi leur travail artistique pour l'office, notamment les éditions de l'Office du Livre. Ensuite, le fonds de Hans Wildanger, que nous venons de célébrer à Morat tout récemment, donc un photographe bien intégré dans la ville de Morat, qui illustre très bien la vie du district, notamment de la ville et du district du lac, entre les années 1916 et 15 et 1965. Ensuite, René Bercier, qu'on a cité tout à l'heure, justement, un photographe éclectique, un éditeur, un cinéaste, dont les fonds, on estime jusqu'à présent, on a 25 cartons, on n'a pas encore osé commencer à inventorier ce qu'il contient. Et puis, importante d'ailleurs dans son cas, son activité dans le domaine de la photographie abstraite, son tournant vers la photographie abstraite au cours de la dernière partie de sa vie, de son activité. Jean-Claude Fontana, très introduit dans le milieu culturel fribourgeois, qui nous a laissé une documentation importante depuis les années 50, autour du groupe Mouvement, notamment du groupe d'artistes, et qu'on a déjà exposé à la BCU pour ce qui concerne les photos du jeune Joe Siffert, lorsqu'il s'est lancé dans les circuits de Suisse et d'Europe, notamment dans les années 60. Plus récemment, le fonds de Primola Bossard qui vient d'arriver, elle a les mêmes intérêts, on peut dire, elle couvre le même domaine que Jean-Claude Fontana, mais une décennie plus tard, à partir de 10 ans plus tard, donc à partir des années 80, elle était très introduite dans les mouvements sociaux, notamment la cause des femmes. Et pour la première fois, c'est une femme, notamment, qui a déposé ses archives à la BCU. Et pour évoquer la question de la couverture de l'ensemble du canton, notamment des différents districts, nous avons également accueilli le fonds de Tilman Keren et Edgar Oberson, que c'est un atelier de photographie de Châtel-Saint-Denis, actif à partir des années 80, ce qui nous permet justement d'essayer d'avoir une vue d'ensemble des cantons et puis de pouvoir compléter avec les fonds du musée gruyérien concernant Glaçon et Morel, et puis du fonds Donzala à Romans, de couvrir petit à petit l'ensemble des districts du canton, au niveau du moins de la photographie à caractère documentaire. Alors à ces fonds professionnels s'ajoutent exhaustifs, qui arrivent sous une forme constituée, s'ajoutent des fonds anciens de taille plus modeste, mais d'autant plus précieux. Donc déjà depuis le début de la photographie, de l'ère de la photographie, depuis les années 1860, 3 photographes précurseurs ouvrent des commerces dans la capitale fribourgeoise. À ce moment, ils sont 3, et à ce moment, on en compte en Suisse environ 380 photographes établis. Il s'agit de Nicolas Ducret, à partir de 1859, de Pierre-Joseph Rossier, notamment déjà en 1865. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent le parcours de Rossier et l'influence qu'il a eue dans l'introduction de la photographie, notamment au Japon et en Chine. Donc il a quitté Fribourg très très tôt pour ensuite revenir pendant une période, s'y installer et puis ensuite repartir à nouveau. Et puis surtout le premier de la dynastie Lorson, qui s'établit à l'avenue de la Gare dans les années 1865-66. Et il y aura 4 générations de Lorson pour une production photographique qu'on considère immense et duquel il nous reste sous forme de plaques que les 1000 plaques qui ont servi justement pour l'édition de la revue Fribourg artistique. Tout le reste du fonds Lorson est dispersé, on en retrouve naturellement régulièrement auprès des familles, auprès des bouquinistes, auprès des archivistes, mais sous cette forme d'archives, c'est pratiquement que ces 1000 plaques qui nous sont restées. Il y a la dynastie de Macherel, 3 générations également, à partir des années 1890. Il y a des photographies célèbres de Fribourg qui sont les seules à avoir réalisé. Ils étaient bien installés au centre de la ville. Ensuite, il y a le Charles Odergon, également à l'avenue de la Gare. Lui fait partie de ces photographes ambulants et portraitistes ambulants que, de même que les Lorson, après avoir circulé en Suisse romande,
les Lorchamps venaient justement de France, se sont ensuite établis à Fribourg. Il y a Paul Savigny avec sa production très importante de cartes postales depuis 1904. Et il y a Rammstein, c'est un photographe qui est important pour ses portraits. Il était aussi établi et installé à la rue de Lausanne, donc ils sont tous bien au centre de la ville. Alors l'anecdote qu'on retient généralement pour Rammstein, c'est qu'il est décédé au front dans son atelier, empoisonné par l'oxyde de carbone de son fourneau. Son matériel, après cette fin comme ça peu glorieuse, a été racheté par la famille Bühlhauser, qui l'a conservé, jalousement conservé, et puis ensuite qui a fait des reproductions de négatifs, des reproductions de tirages, et qui a remis tout ça à la bibliothèque, à la BCE en 1994. Voilà, pour ce qui est des photographes professionnels, j'essaierai de accélérer. Oui, nous avons... C'est le dernier du temps aujourd'hui, ce qui est normal qu'on parle de Oui, je vais essayer de raccourcir. Donc, il y aura ensuite les photographes amateurs, notamment le Fonds de Weck de Gautreau. Donc, il s'agit là de deux patriciens. Donc, comme vous savez, la photographie est facilement accessible aussi au niveau du temps et au niveau des moyens à disposition pour des personnes aisées. Mais il y aura toute une série de personnes, de photographes amateurs qui exercent une profession à côté. Donc, il y aura des paysans, comme Maxime Biolay, il y a des gendarmes, comme Albin Carrel à Tavel, qui photographie entre autres ce qui se passe autour de lui lorsqu'il exerce la profession, des accidentés de la route, cambriolage, incendie, etc. Il y a des postiers qui photographient les gens qu'ils rencontrent en faisant le tour avec le courrier. Il y a des mécaniciens, comme Alois Nussbaumer, qui photographie, lui, préférablement des artisans et des ouvriers en Saint-Gine, toujours. Il y a Sota, qui était étudiant au Technicum, et dont les photographies ont servi notamment pour illustrer récemment encore cette histoire, cette plaquette sur l'histoire de l'école d'ingénieurs. Il y a des fonds très petits généralement, mais qui ont des photographies absolument incontournables. Il y a les médecins, comme Xavier Crony, qui était physicien de ville, donc qui s'occupait des pauvres de la ville de Fribourg, et qui les photographiait étonnamment. Donc là, nous avons des photographies de pauvres gens, de cabossés de la vie, si on veut, toute une série qui est le seul à avoir pu faire, notamment à cause de son activité. Et il y a Henri Raymond, qui est un autre médecin, qui avec sa sœur, lui, c'était exactement le contraire qu'un physicien de ville. Il avait parmi ses clients et ses patients des illustres personnalités du monde entier. Et il a profité de ces relations pour faire un peu le tour du monde. Et accompagné de sa sœur qui, elle, photographiait. Notamment. Christophe Dutoit a évoqué auparavant la figure de cette photographe femme. Qui, notamment, on pensait longtemps que c'était son frère qui avait fait les photos, mais en réalité, c'était la sœur. Ensuite, nous avons des photos d'albums de famille, des grandes familles fribourgeoises, des fonds de photos de vue aérienne, notamment celle de l'aéroport de Lausanne-Blecherette, de Semadeni, un photographe de Morat qui photographiait les maisons des propriétaires du district notamment, et puis les vendait pendant l'hiver aux propriétaires, et puis ensuite ils étaient exposés dans leur salon. Nous avons des archives d'institutions de l'État, les TPF notamment, le groupe E, très important pour tous ces travaux qui sont faits également autour des barrages, le service des autoroutes, le département des travaux publics, mais dans les années, spécialement les années 20 et 30, lors de la construction des grands ponts fribourgeois, donc et du bétonnage des anciens ponts. Le service des biens culturels, avec ses 16 000 photos des fonds anciens qui sont accessibles depuis le site de la bibliothèque également. Le Club alpin suisse, le fonds Pro Fribourg, très très important, avec environ ces 15 000 photos, dont le traitement est très, très avancé et comme vous pouvez vous imaginer, contient vraiment des perles et des documents d'une valeur inestimable. Le fonds Beauvais, Joseph Beauvais, de l'abbé Beauvais, avec sa partie photo, sa partie iconographique. Vous savez, la BCU possède également tout le fonds de partition, mais ça c'est la partie d'environ 600 photos concernant l'abbé Beauvais. Le fonds de cartes postales, avec 30 000 cartes, un fonds constitué par Alex Mistag et qui s'est
toujours développé depuis. Et puis les archives de presse, notamment l'agence photographique catholique, le CIRIC, évoqué par Christophe Dutoit, qui couvre la période entre les années 1960 jusqu'à la fin du siècle. Le fonds du journaliste Gérard Périsset, actif à la Liberté dans le district de la Broye. Et puis également, j'ai terminé, l'Objectif, le journal L'Objectif, qui nous a justement livré, déposé le fonds d'archives de cette bimensuel, je crois. Oui. Voilà, j'ai plus ou moins terminé pour ce qui concerne l'essentiel. Merci.